Bonjour à tous, je suis Pierre-Antoine Pioche, je suis praticien hospitalier et cette semaine, nous allons faire un rappel sur la moelle spinale. Dans un premier temps, son anatomie et sa physiologie et dans un second temps, plutôt sa pathologie. Et on commence par une vidéo interactive toujours du docteur Ben Brahim Mohamed avec ici un segment de moelle au sein de la colonne vertébrale pour se rappeler en 3D les repères anatomiques. Donc, vous avez ici la paroi osseuse qui est la colonne vertébrale avec la partie antérieure en bas de la vidéo et la partie postérieure en haut. Ici, vous avez la moelle spinale, donc avec une section horizontale et séparée en 3D la substance grise de la substance blanche. Vous voyez qu'il y a des sillons qui se dessinent et aussi des espèces de faux sillons qui sont en avant. Et ici, qui se colore en bleu, vous avez donc la substance grise, c'est-à-dire les corps cellulaires des neurones de la moelle spinale. Cette substance grise, vous le savez, elle se divise en cornes qui sont dites antérieures et d'autres cornes qui sont dites postérieures. On va le revoir juste après. Il y a parfois, au niveau thoracolombaire, des cornes qui sont dites latérales. Ces cornes latérales, elles peuvent intervenir notamment dans les systèmes de régulation autonome ou dans certains systèmes moteurs. Au centre de la moelle spinale, au centre de la substance grise, il y a un petit canal qui est le canal épandymère dans lequel chemine le LCS. Il y a des cordons qui sont dits antérieurs, des cordons qui sont dits latéraux et des cordons qui sont dits postérieurs dans la moelle spinale. La substance blanche qui est autour, c'est finalement des axones de neurones qui montent ou qui descendent. On parle du sillon ventral en avant. Il est assez important parce que c'est dans lui que chemine l'artère sulco-commissurale qui va être la principale origine de vascularisation de la moelle ici. Vous avez le sillon dorsal en arrière et vous avez les sillons latéraux, donc sur les côtés, avant et arrière, les sillons latéraux ventraux et les sillons latéraux dorsaux, d'où vont émerger les radicelles qui vont créer les racines nerveuses, l'émergence des nerfs périphériques. Donc, les radicelles postérieures sont issues d'un ganglion nerveux postérieur. On reverra, vous vous rappelez que les corps cellulaires des neurones sensitifs juxtavertébraux sont regroupés dans un ganglion nerveux. Et en avant, donc les neurones moteurs. La jonction de la partie sensitive et de la partie motrice va donner ensuite le nerf spinal, le nerf périphérique, comme on l'entend. Donc, pour reprendre ça sur des petits schémas, donc vous avez une coupe ici de moelle spinale, une coupe horizontale avec la substance blanche et la substance grise qui sont subdivisées. L'avant est en bas, l'arrière est en haut. On peut segmenter cette moelle spinale globalement en deux parties, une partie antérieure qui est classiquement plutôt motrice et une partie postérieure qui est plutôt sensitive. On verra qu'en fait, selon les étages, ce n'est pas exactement vrai. Il y a des parties motrices qui sont un peu situées dans la deuxième moitié postérieure de la moelle, mais peu importe. La grande idée quand même en neuroréanimation, c'est de dire que la partie antérieure est motrice et la partie postérieure, elle est sensitive. On compte donc deux cornes latérales qui sont postérieures, qui comprennent les corps cellulaires des neurones sensitifs, qui rejoignent le sillon dorsal latéral. Et on a deux cornes antérieures qui contiennent les corps cellulaires des neurones moteurs dans la moelle spinale. Ici, on retrouve des faisceaux qui sont le plus souvent myélinisés, même la plupart du temps quasiment exclusivement myélinisés, qui conduisent l'information dans le sens cerveau vers la périphérie et dans le sens périphérie vers le cerveau. C'est dans la substance blanche. Et au sein de la substance grise, on a bien sûr les corps cellulaires des neurones qui vont émettre ces axones-là. Si on prend le schéma de la moelle spinale comme celui d'une autoroute, et notre section, elle est à ce péage-là, avec un chemin qui va vers le cerveau, ça c'est les informations sensitives qui vont remonter jusqu'au cerveau, et un chemin qui est moteur, qui vient du cerveau et qui va rejoindre les muscles, mais qui est effecteur. Il y a des fois des informations, bien sûr, qui sont non motrices, qui sont des informations hormonales, pseudo-endocrines sur des glandes qui viennent du cerveau et qui rejoignent la périphérie. Donc, ce schéma-là d'autoroute avec une voie sensitive qui remonte jusqu'au cerveau par la substance blanche et une voie motrice qui descend du cerveau via la substance blanche aussi, mais des neurones moteurs. Donc, il y a plusieurs types de faisceaux qui ramènent l'information depuis la périphérie jusqu'au cerveau. Il y a le faisceau qui est dit spinothalamique.
Celui-ci, il porte bien son nom et il faut accorder une importance au nom puisqu'il parle de la moelle, spino, et il rejoint le thalamus, spinothalamique. Le neurone, il part donc de la moelle et c'est très important, il ne part pas de la périphérie. C'est bien un neurone qui débute dans la moelle spinale. Celui-ci, il véhicule deux types de sensibilité, la thermoalgie, donc la température et la douleur, et le tact protopathique ou le tact grossier. On va le revoir juste après. Il y a aussi, donc ça c'est une information bien sûr qui est sensitive, donc qui monte depuis la périphérie jusqu'au cerveau. En dehors de ça, il y a les voies lemniscales. Vous vous rappelez sûrement de vos cours d'anatomie, on va le revoir juste après, mais les cordons postérieurs de la moelle spinale sont principalement ces voies qui sont appelées lemniscales, qui véhiculent la sensibilité fine, épicritique et la proprioception consciente. Le fait que je suis capable de dire où est mon pied à ce moment-là, c'est véhiculé par la proprioception consciente. Il y a deux types de faisceaux qui remontent ça, les faisceaux graciles et cunéiformes, selon qu'on parle du membre thoracique, donc les bras, ou du membre pelvien, donc les jambes. Donc voici deux types de faisceaux de sensibilité qui remontent, soit le faisceau spinothalamique qui part de la moelle et qui va au thalamus, soit le faisceau lemniscal. La différence, c'est que les neurones ne sont pas situés entre les mêmes parties. Donc, la sensibilité épicritique et la proprioception consciente, c'est globalement les sensations de pression, de vibration et de toucher fin qu'on va revoir juste ensuite. Dans le sens moteur, cette fois-ci, depuis le cerveau jusqu'à la périphérie, on a le faisceau corticospinal que vous connaissez parfaitement, qui part donc du cortex et qui va à la moelle, comme son nom l'indique. Il véhicule principalement la motricité volontaire. Je décide de bouger mon bras. L'information, elle descend via ce faisceau corticospinal dans la substance blanche de la moelle spinale. C'est donc un faisceau descendant. Il y a deux types de faisceaux corticospinaux. Il y en a un croisé qui est ultra principal, 80% des fibres environ, qui est dirigé plutôt aux muscles distaux et qui décusse, vous le savez, qui change de côté au niveau du tronc cérébral, dans le bas du tronc cérébral, dans les pyramides bulbaires. Et vous avez un faisceau corticospinal qui est plus direct, qui lui va cheminer tout son long de manière homolatérale au cerveau et qui va croiser à l'étage métamérique, donc dans la moelle, il va croiser au dernier moment avant d'émerger et il concerne plutôt les muscles axiaux, les épaules et la racine des cuisses par exemple. Si on reprend ces différents schémas-là, pardon, la sensibilité, et je parle de la sensibilité consciente, elle est constituée de voies à 3 neurones. Donc, si on part de la main et on rejoint le cerveau, il y a 3 neurones qui permettent d'amener l'information sensitive depuis la main jusqu'au cerveau. Ici, donc, l'information que la casserole est chaude. Je me brûle en touchant la casserole. Que se passe-t-il? On a dit que la sensibilité thermoalgique était ramenée jusqu'au cerveau via un faisceau qui s'appelle spinothalamique. Donc, il y a un faisceau déjà parmi les 3 neurones qui fait juste la jonction de la moelle jusqu'au thalamus. Donc, qu'est-ce qui se passe en pratique? On va essayer de continuer. Vous avez une information sensitive qui part du doigt, qui est remontée jusqu'à la moelle spinale. Vous vous rappelez, il y a un renflement dans la racine dorsale de la moelle spinale qui contient le corps cellulaire des neurones sensitifs pour partie. Donc ici, le petit point que je vous ai dessiné ici, c'est un neurone sensitif. C'est le corps cellulaire d'un neurone sensitif. Donc l'information est ramenée par un premier axone, puis est projetée dans la moelle spinale. Ici, dans la moelle spinale, il va y avoir l'émergence du deuxième neurone dans la corne postérieure qui est grise. Vous vous rappelez, la substance grise, c'est les corps cellulaires. Donc, pour que naisse un deuxième neurone, il faut qu'il naisse dans la substance grise. Donc là, l'information sensitive a été ramenée par la corne postérieure. Elle fait jonction avec un deuxième neurone. Et dans la sensibilité, c'est toujours, quel que soit le type de sensibilité, le deuxième neurone qui change de côté. Donc, ce deuxième neurone, il va monter un tout petit peu dans des voies blanches qui sont plutôt postérieures et il va croiser la ligne médiane pour se retrouver de l'autre côté. On dit supramétamérique, c'est quasiment une décussation à l'étage du dessus de la zone qui a senti la sensation de chaleur. Puis ce faisceau, il est dans le faisceau spinothalamique. Donc son trajet, il est simple. Il part de la spine et il va jusqu'au thalamus.
Puisque nous sommes dans un réseau à 3 neurones, il nous faut un troisième neurone pour avoir la sensation consciente que nous avons eu chaud. Et ce troisième neurone, il naît donc du thalamus et il va jusqu'au cortex plutôt sensitif. Du coup, on parle de cortex pariétal, on est dans le gyrus post-central, un petit peu postérieur par rapport au sillon central du cerveau. Donc, la sensibilité thermoalgique ou la sensibilité protopathique du tact grossier, une voie à 3 neurones avec un premier qui ramène l'information à la moelle spinale, un deuxième qui croise la ligne médiane et qui la ramène au thalamus, et le dernier qui le projette sur le cortex. Donc le premier neurone, il est ganglionnaire, le deuxième, il est spinothalamique, et le troisième, il est cortical, si on respecte l'ordre d'avancée. Ça, c'est pour le faisceau spinothalamique. Mais vous savez, ce n'est pas si simple dans la sensibilité puisqu'il y a un deuxième type de sensibilité via le faisceau lemniscal. Le faisceau lemniscal, il est aussi à 3 neurones, enfin le faisceau. L'information sensitive qui est projetée au cerveau par le lemnisque, elle est aussi à 3 neurones. On a la sensation de proprioception consciente, on a dit qu'il y avait la vibration dedans. Donc cette fois-ci, on va essayer de ramener l'information au cerveau que mon téléphone portable vibre dans ma main. Donc, il y a un premier neurone, pareil, qui part de la main et qui ramène la sensation avec un corps cellulaire dans le ganglion, donc dans la partie de la racine postérieure de la moelle. Mais cette fois-ci, on n'est pas dans un faisceau spinothalamique, c'est bien ce premier neurone qui va aller cheminer dans le lemnisque, la partie postérieure de la moelle spinale. Ici, là, ce petit trapèze qui s'appelle le lemnisque médian. Et donc, ce neurone, il va cheminer vers le haut dans cette partie-là de substance blanche. Il n'y a pas le relais avec le deuxième neurone à cet endroit-là. Et il va rejoindre quoi? Il va rejoindre le tronc cérébral, que je vous ai colorisé ici en bleu, plutôt au niveau de la partie basse, la jonction entre le bulbe et le pont, où ça dépend du type de sensibilité, pour rejoindre un noyau qui s'appelle soit le noyau gracile, soit le noyau cunéiforme, d'où le nom des faisceaux gracile et cunéiforme, en fonction du membre pelvien ou du membre thoracique. Une fois qu'il est connecté à un autre neurone, puisque c'est de la substance grise, ce noyau gracile ou cunéiforme, d'une fois qu'il connecte un deuxième neurone, c'est toujours le deuxième neurone qui change de côté, qui décusse. Et donc, le deuxième neurone, il va être gracile ou cunéiforme, thalamique. Donc, il est bulbo-thalamique. Il part du bulbe et il va au thalamus. Donc, on voit qu'il y a une vraie différence entre ces deux types de sensibilité, puisqu'il y en a une qui a décussé beaucoup plus bas, au niveau supramétamérique, dans la moelle spinale, et il y en a une qui a décussé dans le bulbe. Et donc, ce deuxième neurone, il décusse, il rejoint le thalamus, et le troisième neurone est le même, c'est un neurone thalamo-cortical qui va projeter l'information sensitive de vibration jusqu'au cortex cérébral. On voit donc qu'en fonction des niveaux, en fonction de la sensibilité, il y a deux niveaux différents de décussation. Et donc, si on a des sections de moelle particulières ou si on a une atteinte unilatérale, on peut avoir des syndromes alternes avec une information sensitive qui touche un côté alors que l'autre information sensitive touche l'autre côté. C'est les fameux syndromes alternes de sensibilité. Dans les types de syndromes alternes, il y en a des dizaines, mais celui que vous connaissez le mieux, c'est le syndrome de Wallenberg, avec parfois une atteinte de la motricité et de la sensibilité qui est séparée. Donc, ça pourrait avoir le cas aussi parce que ces types de sensibilité ne décussent pas au même niveau. Donc ici, on parle de voie lemniscale, la sensibilité épicritique et proprioceptive consciente, donc soit le tact fin, soit la vibration, via les faisceaux graciles et cunéiformes. La motricité, quant à elle, est une voie un peu plus simple à 2 neurones. Vous savez que c'est le cortex frontal dans le gyrus précentral qui impulse le dernier ordre moteur. En vrai, la motricité, on le reverra un peu plus tard dans ces cours-là, mais elle part d'une demande du cortex frontal qui va être acceptée ou pas par les noyaux gris centraux et le thalamus, qui vont stimuler l'aire motrice primaire, même une première aire motrice associative, puis l'aire motrice primaire, afin de créer l'ordre moteur. Mais nous, là, on est dans la voie nerveuse, puisqu'on parle de la moelle spinale, de la création de la motricité. Donc là, le cortex frontal va envoyer une information pour dire à mon bras de bouger. Cette information, elle naît du coup du cortex frontal au niveau du gyrus précentral. Elle va descendre le long du tronc cérébral, donc ici le mésencéphale en avant, puis elle va décusser dans les pyramides bulbaires
pour changer de côté. On a alors le faisceau cortico-spinal qui se crée et qui va rejoindre un neurone dans la partie antérieure de la substance grise de la moelle spinale pour créer le deuxième neurone, qui est le motoneurone alpha. Ce motoneurone alpha, il va partir du coup de la substance grise, passer par les radicelles et la racine antérieure qui fait cheminer la motricité, rejoindre le muscle et entraîner sa contraction. C'est ça le faisceau cortico-spinal. Et donc, vous voyez que c'est un niveau de décussation qui est à peu près similaire à celui des voies lemniscales au niveau du bulbe du tronc cérébral. On parle de motricité volontaire. Là, je vous ai parlé du faisceau cortico-spinal croisé qui fait cheminer 80 ou 90% des voies. Mais il existe aussi un faisceau cortico-spinal qui est dit direct, je vous en ai parlé tout à l'heure, pour les muscles plus axiaux. Et donc, celui-ci, il va y avoir un cheminement toujours en avant dans le mésencéphale, mais on reste en homolatéral au niveau du bulbe. Il n'y a pas ce changement de côté, il n'y a pas ce croisement. On va descendre dans les cordons latéraux ou les cordons antérieurs de la substance blanche. Et puis, au niveau métamérique, au niveau de l'étage où est connecté le muscle, et ben là, va y avoir le changement de côté et la connexion avec le motoneurone alpha. Ce motoneurone alpha, il naît aussi de la partie antérieure de la moelle spinale pour rejoindre le muscle axial. Et là, c'est le faisceau cortico-spinal direct. Vous voyez aussi qu'on peut avoir des syndromes alternes, du coup, en fonction de ces données anatomiques-là, sur le plan moteur, qui sont un peu plus rares. Mais c'est pour ça que des fois, on a des patients qui ont une distalité de mouvement qui n'est pas préservée, alors que la proximité, le tonus axial et le mouvement des épaules et des cuisses est parfois maintenu. Voilà un vrai schéma, puisque moi, mes schémas sont un peu simplifiés. Un vrai schéma avec l'homonculus moteur, le passage dans la capsule interne, du coup, entre les noyaux gris centraux et les ventricules latéraux, puis la descente dans le mésencéphale en avant de la substance noire, puis dans le pont des cheminements avec déjà, vous voyez là, les nerfs crâniens qui émergent, qui changent, bon, peu importe. Et vous allez avoir deux types de décussation, soit la décussation du faisceau cortico-spinal croisé, qui va cheminer donc dans les cordons latéraux, puis rejoindre les neurones moteurs, soit le faisceau cortico-spinal direct, antérieur, qui lui va cheminer dans le cordon antérieur et qui va descendre jusqu'à l'étage métamérique. La moelle spinale, on a donné un exemple sur une coupe, mais en fait, elle a une tête différente. La répartition substance grise, substance blanche n'est pas la même en fonction des différents endroits. Notamment, il y a des renflements très importants de substance grise qui sont C5, C6, C7, puisqu'il y a l'innervation des mains et des doigts et des bras. Donc, il y a beaucoup de neurones moteurs, beaucoup de substances grises. La partie thoracique est un peu moins fournie et elle sert beaucoup plus à faire remonter des voies blanches. Et de nouveau, il y a un renflement au niveau lombaire où il y a énormément de substances grises parce qu'il y a énormément de muscles, de système digestif et pelvien, etc. Et au niveau sacré aussi, on est assez riche. Là, on parle d'étage métamérique et non pas d'étage vertébral, hein, bien sûr. C'est S2, ça correspond à peu près à T12, L1, L2 au niveau anatomique. Vous savez que la répartition segmentaire de la moelle spinale, donc on a 7 vertèbres cervicales, mais 8 nerfs cervicaux. On a 12 vertèbres thoraciques avec 12 nerfs thoraciques. On a 5 vertèbres lombaires avec 5 nerfs qui émergent. Et pareil pour le niveau sacré. Vous savez que on peut dessiner sur la peau l'innervation sensitive, les dermatomes qui correspondent aux métamères. Et donc, ça donne une idée de quel segment gère quelle partie. Alors, ce n'est pas tout à fait superposable parce qu'il y a les myotomes, donc qui est la carte des muscles qui sont innervés au niveau moteur, et la carte des dermatomes qui est la sensibilité au niveau de la peau. Ces deux cartes, on peut les superposer à peu près de manière commune en pratique clinique, quoi. Si on ne sait pas quel muscle gère la cuisse, quel segment, on peut se dire que le dermatome étant L3, on est à peu près dans du L3. En vrai, ce n'est pas parfaitement superposable. Et si vous voulez une fois faire un examen extrêmement précis pour savoir quelle est la racine vraiment qui est touchée entre L2 et L3 d'un patient, il faudra prendre la carte des myotomes, prendre la carte des dermatomes, voir la différence et essayer de trouver
quel dermatome est touché, quel myotome est touché. Et donc, s'ils ont un nerf commun à eux deux, ça sera ce nerf-là ou ce segment-là de moelle qui sera touché. Donc, pour rappel, en gros, C6, C7, C8 pour la partie de la main, T1, T2 pour la face interne du bras. Les niveaux qui sont faciles à retenir généralement, c'est l'axiphoïde en T6 et l'ombilique en T10. Ça, c'est des choses classiques qu'on utilise en réanimation. Vous savez que la partie diaphragmatique est gérée par C4, C5 parfois. Les organes pelviens par S1, S2, et donc la sensibilité périnéale et de la selle, tous les nerfs sacrés. Donc, cette carte des dermatomes, on peut l'avoir un peu en tête, mais si on veut un examen précis, il faudra la ressortir. Et en plus, vous savez parfaitement, mais ça, c'est des généralités qui correspondent à peu près l'ensemble des patients. Mais pour un patient en particulier, bien sûr, les dermatomes peuvent être complètement mis à défaut. Et encore plus, je dirais, dans la partie où il y a des plexus avec des réarrangements nerveux à la sortie. Donc, les plexus, vous savez, les nerfs sortent de la moelle spinale à chaque étage bien comme il faut. Donc, L1 entre L1 et L2, etc. L2 entre L2 et L3. Et puis derrière, il y a un plexus qui les fait se réorganiser les uns avec les autres. Et puis, il y a des troncs de nerfs qui partent. Et là, les réarrangements, ils sont très différents selon chaque patient. Donc, si on a une compression en L1, L2, il n'est pas certain que derrière, ce soit réarrangé de la même manière pour chaque patient. Bref, peu importe. Cette carte des dermatomes donne une idée de quel segment de moelle innerve quelle partie du corps. C'est plutôt du sensitif et de la peau, mais c'est à peu près superposable pour les muscles. Vous savez qu'à partir de L1, L2 chez l'adulte, on a plus de moelle spinale puisque la croissance de la moelle spinale n'a pas été aussi rapide que la croissance du squelette et que donc les nerfs, quand on est enfant, ils émergent bien au bon endroit. Donc, L1 sort entre L1 et L2. Mais quand on grandit, eh ben, la colonne s'allonge et L1 continue de sortir entre L1 et L2. Mais du coup, il y a toute une partie qui est contenue dans le canal vertébral. C'est les racines de la queue de cheval. Et donc, ces racines, elles ont le prolongement du coup des nerfs à partir des vertèbres, des métamères lombaires. Et puis, à partir de L1, on n'a plus de moelle spinale, on n'a plus que des nerfs. C'est pour ça qu'on se permet de faire les ponctions lombaires en dessous du niveau de L1 parce qu'on ne peut pas piquer de la moelle. Et moi, j'ai des anciens professeurs parisiens qui disaient piquer en dessous de L1 pour faire une ponction lombaire, c'est l'équivalent de planter une aiguille dans une casserole pleine de spaghettis. La probabilité que vous vous embrochiez un spaghetti, elle est quasiment nulle puisque l'eau va les faire se répartir. Quand vous allez piquer, ça va faire un flux qui va pousser les racines. Et donc, c'est rarissime, même si ça arrive parfois, qu'on déclenche une douleur radiculaire en piquant une ponction lombaire ou en faisant une rachianesthésie parce que finalement, le flux d'eau va pousser les racines. Il est plus délicat, mais encore, ça peut se faire, de faire une ponction lombaire au-dessus de L1, puisque là, il y a le canal spinal avec la moelle spinale à l'intérieur. Et donc, on peut directement piquer un neurone qui aura peut-être un peu plus d'impact. On peut créer un peu plus d'hématomes, etc. La vascularisation de la moelle, vous savez qu'elle est aux dépens finalement de l'aorte, comme la vascularisation de l'ensemble du corps, mais elle est segmentée en différentes parties. Vous voyez là, je vous ai mis ce schéma parce qu'on voit bien que l'aorte, en fait, elle est déposée en avant, elle longe vraiment la colonne vertébrale et en fait, elle a différents renflements qui vont permettre la vascularisation. Vous savez que les artères vertébrales qui sont issues des troncs, des troncs sous clavier, qui soient du côté droit brachiocéphalique ou du côté gauche isolé, ça naît des troncs sous clavier. Les artères vertébrales, on les connaît bien parce qu'elles se rejoignent pour créer le tronc basilaire, mais elles sont aussi responsables de la vascularisation de la moelle au niveau cervico-thoracique haut. Donc, toute la moelle cervicale est gérée. Vous savez qu'à l'émergence du tronc basilaire, on le reverra plus tard, mais il y a une petite artère spinale qui redescend. C'est un des seuls cas dans l'anatomie humaine où les artères montent, créent une nouvelle artère qui va redescendre. Et en fait, il va y avoir donc cette vascularisation de toute la partie haute de la moelle spinale par les artères vertébrales. Donc, on peut avoir des événements ischémiques médulaires sur des événements ischémiques d'artères vertébrales.
La plupart du temps, la partie thoracique haute est gérée par des artères radiculomédulaires thoraciques, donc des perforantes transthoraciques qui vont apporter du sang à la moelle spinale. Alors parfois, elles sont peu nombreuses, parfois même il n'y en a qu'une. Mais vous le savez, le plus important pour nous en pratique clinique, en tout cas ce qui parle souvent aux gens, c'est qu'au niveau du renflement lombaire, ou lombal, on dit, donc cette zone de moelle qui est plus épaissie au niveau de la moelle lombaire ou lombosacrée, il y a une seule artère qui s'appelle l'artère d'Adamkiewicz ou l'artère du renflement lombaire qui naît dans la partie basse de l'aorte, qui va perforer et qui va irriguer la partie basse de la moelle. Vous savez que nous, en pratique, cette artère, quand elle est couverte par une endoprothèse, elle peut se boucher et donc entraîner un défaut de vascularisation de la moelle spinale en arrière. C'est pour ça que les endoprothèses en chirurgie vasculaire, elles sont toujours, on regarde toujours en artériographie ou en imagerie injectée où est l'artère de la moelle spinale, l'artère du renflement lombaire, pour essayer de ne pas la couvrir. À défaut, on peut proposer des fois un drainage lombaire qui va tirer l'irrigation depuis les artères plus hautes vers le bas, limiter l'œdème médulaire et permettre la vascularisation de la moelle par des collatéralités qui viennent du haut. Donc, en gros, vous voyez que la vascularisation médulaire, elle est quand même assez grêle. Elle est divisée en 3 grands segments. La partie cervicale et thoracique haute par les artères vertébrales. Les artères radiculomédulaires qui naissent au niveau thoracique et qui vont transpercer la paroi pour vasculariser la moelle thoracique. Et par contre, pour le renflement lombaire ou lombal, il y a une seule artère qui est l'artère du renflement lombaire d'Adamkiewicz et où globalement l'origine bouge en fonction de la hauteur, mais on se place plutôt entre T11 et L3 où elle peut naître et vasculariser le bas de la moelle. Et donc, il faudra faire attention à ce qu'une de ces artères-là ne soit pas comprimée, ischémiée, peu importe. Maintenant qu'on a fini avec la physiologie et l'anatomie de la moelle spinale, on va passer à des éléments de pathologie qui nous concernent un peu plus en neuroréanimation. Bon, il y a l'exemple de la neuroanesthésie. Je vous ai montré quelques exemples avec des schémas qui ne sont pas les miens, avec par exemple la compression du nerf sciatique. Vous savez que le nerf sciatique, il naît après le plexus de la réorganisation de plusieurs racines, mais globalement, on est entre L4, L5 et S1 qui peuvent donner un tronc commun qui s'appelle le nerf sciatique. Ces racines, la sciatalgie, le fait d'avoir mal dans la fesse et dans différentes zones de la jambe, elle peut être d'origine multiple. On peut comprimer le tronc à un niveau commun, donc très bas dans la fesse par exemple, ou on peut comprimer les racines, ou alors on peut comprimer directement la moelle. Ici, prenons l'exemple d'une hernie discale. Vous avez le disque ici intervertébral qui vient faire une hernie en arrière et qui va comprimer l'émergence de la racine motrice en avant et sensitive en arrière qui va donner une des parties du nerf sciatique plus tard. Vous voyez ici qu'il n'y a pas de moelle spinale puisqu'on est dans la queue de cheval, donc on voit que les différents nerfs qui composent la queue de cheval. Donc là, le noyau sort et vient comprimer la paroi antérieure. C'est le disque donc qui vient comprimer le nerf touché. La chirurgie de hernie discale, donc vous voyez ici, par exemple, en L4 et L5, la compression de la partie antérieure de la moelle et donc de l'émergence de la racine. La chirurgie, elle consiste à réaliser une incision pour exposer la région lombosacrée et elle vient gratter la paroi postérieure des lames vertébrales. Donc, on va enlever les lames et on va accéder jusqu'au ligament jaune qu'on ouvre, puis jusqu'au noyau de disque intervertébral qui dépasse. Et puis, on va gratter ce noyau de disque intervertébral qui dépasse pour éviter qu'il ne comprime les racines nerveuses. Et on lève la compression sur la racine nerveuse de cette manière-là. Il y a une autre pathologie de la moelle lombosacrée qui est fréquente, mais d'ailleurs qui existe, tout ça existe bien sûr au niveau cervical. J'ai pris l'exemple de la moelle lombosacrée. Vous avez le canal lombaire étroit, où cette fois-ci, des éléments d'arthrose, des ostéophytes, qui sont des petits becs qui vont bloquer,
qui vont se constituer d'os, ils vont comprimer l'ensemble de la moelle spinale et donc le canal vertébral n'est plus de taille normale, il est de taille rétrécie. Et l'ensemble des nerfs de la queue de cheval qui est compris dans cette zone-là va être comprimé. C'est ce qu'on appelle le syndrome du canal lombaire étroit ou le syndrome de la queue de cheval, par exemple. Ici, la chirurgie, elle consiste à faire une laminectomie. Donc, vous voyez ici les processus articulaires des vertèbres, les processus transverses sur les côtés, le fourreau dural avec la queue de cheval, les différents nerfs de la queue de cheval, les racines antérieures qui créent le nerf ou une des racines, en tout cas, qui va créer plus tard le nerf. La laminectomie, elle consiste à enlever les lames et enlever le processus épineux. Donc, on fait un espèce de découpage selon ces petits pointillés rouges qui permettent de libérer la partie postérieure. Et donc, même s'il y a des ostéophytes en avant qui compriment, eh ben, le canal va pouvoir se libérer en arrière. Puis, il va y avoir ensuite une plastie qui peut être faite, mais un peu moins rigide, qui va permettre l'expansion du canal. Et donc, ça enlève la compression. C'est une partie, ça, des pathologies de la moelle qu'on peut voir en neuroanesthésie. On va parler de quelque chose qui est très important en neuroréanimation, qui est le traumatisme vertébromédulaire. Le traumatisme vertébromédulaire, il correspond finalement à une atteinte de la moelle spinale qui va engendrer une symptomatologie selon le niveau. Je vous rappelle que la moelle spinale, elle est divisée en moelle cervicale, ici en violet. Essayez de repérer les couleurs puisqu'elles vont vous servir pour les diapositives suivantes. La moelle thoracique, ici en jaune orangé. La moelle lombaire, ici en vert. Et la moelle sacrée, ici en violet. Donc, violet un peu foncé, et on va dire et rose pour le sacré, peu importe. Cervical, thoracique, lombaire et sacré. Quand j'ai un traumatisme sur ma moelle spinale, ici représenté en bleu, le traumatisme étant mon marteau, je vais avoir un syndrome qu'on dit lésionnel. Le syndrome lésionnel, il correspond à l'endroit qui est touché et à l'émergence des nerfs qui partaient de cet endroit-là. Si par exemple, je touche à un endroit particulier qui est responsable de l'innervation de la main, le syndrome lésionnel, il va entraîner l'abolition de ma possibilité de bouger la main ou de sentir la sensibilité de la main. Donc ça, la racine du nerf qui va vers la périphérie est touchée, ou en tout cas, les centres nerveux qui vont donner le nerf sont touchés, et donc, il n'y a plus l'action qui est donnée. Mais il y a aussi les voies blanches qui descendent dans la moelle, comme on l'a vu, via la substance blanche, les faisceaux spinothalamiques, les voies lemniscales, le faisceau corticospinal direct et croisé qu'on a vu juste avant. Et donc, si ces voies sont coupées, on va avoir un syndrome sous-lésionnel. J'ai bien été tapé à un niveau précis, mais tout ce qui est en dessous va être touché également, partiellement, totalement, peu importe. Ce syndrome sous-lésionnel, il implique que, par exemple, si je suis touché au niveau de la moelle cervicale, l'ensemble des éléments qui sont en dessous ne communiqueront plus avec mon cerveau et donc j'aurai plus de possibilité de bouger mes jambes alors que le problème, il est au niveau cervical, par exemple. En pratique, la moelle cervicale, quand elle est touchée, elle peut entraîner un syndrome lésionnel assez haut et un syndrome sous-lésionnel qui concerne l'ensemble du corps puisque tout ce qui est en dessous de la moelle cervicale peut être touché. Donc, regardez bien mon bonhomme, avec un traumatisme vertébromédulaire cervical, il peut avoir une atteinte aussi importante que ça. Avec une atteinte thoracique, déjà, on est un peu plus bas en termes de niveau. Et donc, le niveau lésionnel peut être à peu près au niveau mamelonnaire ou abdominal. Et le syndrome sous-lésionnel concernant les jambes. Donc, on parle de tétraplégie si le patient est entièrement touché dans le cas d'une atteinte cervicale. On parle de paraplégie haute si c'est une atteinte thoracique. On peut parler de paraplégie basse si c'est une atteinte lombaire, puisque là, la partie basse sera la moelle. Et là, pour la partie sacrée, bien évidemment, on pourra avoir une atteinte, je suis passé un peu vite, on pourra avoir une atteinte des organes pelviens et du siège. La moelle cervicale, il y a des niveaux qui sont extrêmement importants, comme le niveau C4. Ce niveau C4, il est responsable de la contraction du diaphragme et il abaisse le diaphragme permettant l'inspiration. Si on est touché au niveau de C4 ou au-dessus,
on risque d'avoir une atteinte des muscles inspiratoires principaux qui sont le diaphragme et des muscles respiratoires accessoires. Et donc, on peut avoir une détresse vitale immédiate qui est l'absence de respiration efficace par un défaut de muscles inspiratoires, la partie de la moelle, les gérants étant touchés. Dans le traumatisme vertébro-médulaire, il y a toute une partie autonome qui est ultra importante. Pourquoi? Parce que le système sympathique, il est situé entre la vertèbre T1 et la vertèbre L3. En vrai, entre les métamères C8 et L2. C'est lui, le système sympathique, qui accélère le cœur, qui vasoconstricte ou vasodilate les bronches, plutôt pour le système sympathique, il bronchodilate, c'est ça que je voulais dire, qui joue sur le système digestif, sur la reproduction avec l'orgasme et l'éjaculation, etc. Ça, c'est pour le système sympathique. Le système parasympathique, quant à lui, il est géré au niveau du tronc cérébral et de la moelle sacrée, donc pas du tout anatomiquement au même niveau. Donc, quand on a un traumatisme vertébro-médulaire au niveau cervical, on peut avoir une atteinte de ces éléments-là, de la fréquence cardiaque sympathique. Donc, on va avoir un ralentissement de la fréquence cardiaque parce que le système sympathique ne fonctionne pas. On va avoir un défaut de bronchodilatation parce que le système sympathique bronchique est touché. On peut avoir des atteintes des organes digestifs avec des constipations extrêmes ou des diarrhées, etc. Quand on a une atteinte thoracique, normalement, le contingent accélérateur cardiaque n'est pas touché. Par contre, on peut avoir encore des phénomènes respiratoires, des phénomènes digestifs. Quand on a une atteinte lombaire, on peut avoir des effets sur les organes pelviens qui seront non fonctionnels, etc. Globalement, dans le traumatisme vertébro-médulaire cervical, ici en violet, on peut avoir une insuffisance respiratoire, on l'a dit, par interruption de l'innervation des muscles inspiratoires, et ça entraîne une détresse vitale immédiate. On peut avoir aussi une hypotension par la vasoplégie du système sympathique qui n'arrive plus à contracter les vaisseaux, puisque le système sympathique commence en T2, en T1, T2, globalement. Donc, si on a un niveau cervical, le système sympathique ne fonctionne plus. C'est pour ça qu'on a une vasoplégie chez le traumatisé médulaire. La sympathectomie avec un effet inotrope négatif et chronotrope négatif qui entraîne la bradycardie. Dans les atteintes thoraciques avec des syndromes médulaires thoraciques, on peut avoir la para ou la tétraplégie flasque, ça c'est les symptômes moteurs. On peut avoir l'abolition des modes sensitifs et des réflexes spinaux et un iléus par l'atteinte sympathique des éléments digestifs. Donc globalement, ça c'est la lésion médulaire avec le choc spinal qui va créer un déséquilibre entre le système sympathique et parasympathique. Mais donc quand on est devant une atteinte thoracique, on n'a pas trop d'insuffisance respiratoire ni de problème au niveau tension, alors un peu parce qu'il y a une vasoplégie des membres inférieurs, mais pas trop de bradycardie en tout cas qui sont liées plutôt aux atteintes plus hautes. On peut avoir une hypothermie par la vasoplégie et l'incapacité à frissonner. Et donc, attention, nos patients qui ont un traumatisme vertébro-médulaire au niveau thoracique, ils peuvent être très hypothermes. Au niveau lombosacré, on va avoir une paraplégie basse, un priapisme par un défaut de régulation avec une hyper-parasympathie. Vous savez que c'est le système parasympathique qui est responsable de l'érection. Et quand il est maintenu, il peut engendrer une érection. On va avoir des atonies du sphincter anal, des rétentions urinaires, un iléus et donc des symptômes plutôt au niveau des organes pelviens qui sont liés aussi à ce déséquilibre entre le système sympathique et parasympathique. Pour rappel, le système parasympathique, il est principalement géré par le tronc cérébral et un peu par la moelle sacrée. Et par contre, le système sympathique est géré par la moelle thoracolombaire. Donc, en fonction de l'atteinte, on va avoir des défauts de sympathique et pas de parasympathique et inversement. Dans le traumatisme vertébro-médulaire, ce qu'il faut faire chez nos patients, ça répond à quelques règles, mais les plus classiques qu'on donne, c'est le contrôle des voies aériennes. Donc, ça passe par l'immobilisation du rachis cervical pour éviter des traumatismes secondaires, la libération des voies aériennes supérieures et éventuellement l'intubation chez les patients ici en violet qui ont un traumatisme vertébro-médulaire au niveau cervical. Quand on a une atteinte des voies aériennes, on peut avoir un problème de respiration qu'il faudra maintenir chez nos patients. Donc, proposer de l'oxygénation, une assistance ventilatoire, on en a parlé juste avant.
Dans les atteintes thoraciques, donc vous avez une atteinte du contingent accélérateur cardiaque et une atteinte de la vasoréactivité des vaisseaux. Donc, il peut y avoir un problème circulatoire avec une hypotension. Donc, il faut qu'on propose un accès veineux riche à nos patients et qu'on maintienne une pression artérielle moyenne assez importante dans les premières heures pour essayer d'éviter le choc spinal et pour essayer d'éviter de créer encore plus d'œdème au niveau de la moelle spinale. Attention à toutes les stimulations vagales. Je vous l'ai dit, le contingent parasympathique, il est dans le tronc cérébral. Donc, quand on est traumatisé vértébromédulaire au niveau cervical, on a un contingent parasympathique qui marche très, très bien. Donc, si on stimule le nerf vague va stimuler à mort puisqu'il marche très bien. Par contre, le système sympathique qui est censé contrebalancer, lui, ne fonctionne pas. Et donc, si vous faites une stimulation au niveau des barorécepteurs ou une stimulation nauséeuse qui entraîne un syndrome vagal, eh ben, il ne sera jamais contrebalancé par le système sympathique et vous allez à l'arrêt cardiaque. En D, du coup, il faut essayer de caractériser le niveau médulaire chez nos patients qui sont paraplégiques pour savoir quel est le niveau initial, puisque avec les lésions secondaires de la moelle, l'œdème, il pourra monter ce niveau. Il faudra être très vigilant dans les premières journées après un traumatisme vertébromédulaire, puisque le niveau de base, il peut être, admettons, C7, donc sans atteinte de la respiration, et puis monter tranquillement jusqu'à C4 lié à l'œdème. Et là, on aura une atteinte de la respiration. Et ces patients-là, bien sûr, il faudra les avoir proches de nos centres de réanimation. L'environnement, il faut réchauffer le patient, on l'a dit, il y a une perte de la capacité de frisson. Et donc, s'il y a cette perte de capacité de frisson, il faut le réchauffer par voie externe. Dans le traumatisme vértébromédulaire, normalement, il faut réaliser une décompression chirurgicale assez précoce parce que comme quand on cogne le cerveau, quand on cogne la moelle, le premier jour, ça gonfle pas trop, mais au bout du 3-4e jour, on a l'œdème qui est maximal, jusqu'au 5e, 6e jour où là, on a vraiment une moelle qui a un œdème important. Et puis, à partir du 7e, 8e, 10e jour, on va avoir une régression de l'œdème. Donc, c'est exactement comme quand on se cogne, que un hématome gonfle et puis rediminue. Bah, c'est pareil. Et donc, pour éviter que le niveau ne change et ne grimpe, surtout à certains étages critiques, comme la charnière entre la moelle cervicale et la moelle thoracique, il faut proposer une décompression chirurgicale normalement dans les premières heures. La stabilisation du rachis cervical aussi, pour éviter qu'il y ait de nouvelles lésions, elle est extrêmement importante. Et la prise en charge en neuroréanimation de quasiment tous les traumatisés vértébromédulaires, elle a au moins un sens si vous avez des soins intensifs en neuroréanimation pour gérer la fonction volémie et la fonction hémodynamique et maintenir une pression artérielle moyenne supérieure à 70 pendant au moins 7 jours et ainsi assurer le maximum de vascularisation cérébrale pour éviter qu'il y ait plus de neurones médulaires qui ne meurent encore. Vous savez qu'il existe quelques syndromes atypiques de la moelle. Je vais essayer de vous en présenter quelques-uns. Ils font partie parfois de ces syndromes alternes. Le syndrome de Brown-Séquard, quand vous avez l'atteinte d'une hémimoelle, vous allez avoir une atteinte motrice d'une partie, par exemple ici, de la jambe droite, parce que le faisceau corticospinal croisé est parti du cerveau gauche. Il a croisé au niveau du bulbe et là, il descend au niveau du côté droit. Donc, si j'ai une atteinte de l'hémimoelle droite, je vais avoir un symptôme moteur droit. Par contre, pour le faisceau lamniscal, c'est pareil. Dans la sensibilité du coup épicritique, donc tact fin et les vibrations, bah, c'est pareil. Je vais avoir une perte de la sensibilité de la même partie puisque le cheminement se fait du même côté. On a dit pour les voies lamniscales, ça vient de la périphérie, ça chemine et ça décusse au niveau du tronc cérébral. Donc, c'est exactement le même schéma que les voies motrices. Par contre, on va avoir les voies spinothalamiques qui viennent de l'autre côté, donc la partie sensibilité thermoalgique et le tact protopathique, le tact grossier. Eux, ils viennent de l'autre côté, ils auront croisé la ligne médiane et ils se retrouvent engainés dans le même traumatisme. Et donc, on va avoir un syndrome alterne avec une atteinte motrice et de la sensibilité épicritique à droite et une atteinte de la thermoalgie à gauche. C'est le syndrome de l'hémimoelle ou syndrome de Brown-Séquard. La syringomyélie, qui peut venir sur des méningites, sur des atteintes du LCR ou des maladies particulières. Ici, c'est une atteinte centrale de la moelle spinale. Donc, on va avoir des
phénomène très particulier. Et c'est le lieu, malheureusement, de croisement des deux faisceaux spinothalamiques qui vont passer de chaque côté et qui vont monter au niveau du faisceau spinothalamique jusqu'au thalamus. Et donc, en fait, on va avoir une atteinte thermoalgique et du tact protopathique des deux côtés, sans autres atteintes de sensibilité, puisque les lemnisques médians, normalement, ils sont respectés dans la forme la plus simple. La prochaine fois, on parlera du tronc cérébral. J'espère que ce topo sur la moelle spinale vous aura fait quelques rappels anatomiques de physiologie et de prise en charge. Je serai ravi de vous retrouver la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo sur le tronc cérébral. Bonne journée à tous. Au revoir.